Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est désormais l'heure de retrouver Cédric Leboussier et ses essentiels. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Merci Cédric d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable de publication du magazine en ligne vuedailleurs.com et on va commencer vos essentiels par la loi de programmation militaire, puisque depuis lundi dernier, les députés français débattent de la hausse sensible du budget des armées avec 413 milliards d'euros sur 7 ans. L'enveloppe pour cette nouvelle loi de programmation militaire est en nette hausse par rapport à celle adoptée sous le précédent quinquennat qui était de 295 milliards d'euros. Cédric, j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que c'est le bon moment pour augmenter le budget militaire? Oui, c'est le bon moment, Louis-Antoine. On a la guerre en Ukraine qui est en toile de fond, donc je pense que c'est le bon moment. Mais avant de rentrer dans le détail du sujet, il faudrait rappeler que l'actualité offre à la droite une chance de rebondir après la douloureuse séquence de la réforme de retraite qui s'est passée il y a quelques mois. Oui, très clair, effectivement. Alors, est-ce que c'est effectivement, comme on l'explique, une loi chimérique et aux accents dogmatiques qui a juste finalement pour principe de faire oublier aux Français ce mélodrame autour de la loi des retraites? Est-ce que finalement Emmanuel Macron ne dramatise-t-il pas cette situation? Laquelle Celle justement de la hausse du budget militaire, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop, justement? mais, je ne veux pas dire qu'il en fait trop, qu'il n'en fait pas trop. On revient encore à la même difficulté. Il y a un problème de transparence, de clarté. En fait, et c'est ce que reproche l'opposition. Et quand je parle de l'opposition ici, je parle de LR en fait. LR souligne des manquements qu'il y a dans ce projet de loi de programmation militaire, dans la LFM, notamment sur le budget, sur tout ce qui avait été dit déjà dans le projet de loi précédent en fait. Donc, on gonfle les chiffres sont très importants, puisqu'il y a eu une augmentation de 40% de budget, mais qui ne prend pas en compte, par exemple, les réalités économiques, notamment l'inflation. Donc, vous voyez, pour revenir un peu, est-ce que Macron Dramatise-t-il? dramatise? Non, il n'y a pas une dramatisation, il me semble-t-il. Non, il n'y a pas une dramatisation pour moi, en fait. Mais sauf qu'il y a un manque de clarté sur le projet, en fait. Alors je vous posais la question d'introduction de savoir si c'était pas un peu tôt, puisque donc effectivement cette loi de programmation militaire s'inscrit dans le cadre de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut pas laisser encore un peu, essayer de la comprendre un peu mieux encore cette guerre, comment elle se déroule, quelles sont les armes dont on a besoin. Est-ce qu'effectivement c'est pas trop tôt, alors que dans le même temps, Cédric, le Royaume-Uni, lui, revoit à la baisse son budget militaire? Je dirais non, c'est pas trop tôt. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut peut-être prendre le temps de discuter sur la loi, en fait. Il faut prendre le temps de discuter sur la loi. Et souvenez-vous, on a toujours reproché à ce gouvernement d'aller trop vite, en fait, sur les lois, en faisant voter les lois, sans donner en détail, rentrer dans les explications, revoir les grandes lignes des droits, de la loi, en fait, du projet de loi. Et puis, avant d'arriver là, il y a des commissions à l'Assemblée nationale. Vous avez la commission défense. Et c'est durant ces commissions-là que les oppositions auraient dû en parler, en fait. Et c'est ce que je trouve un peu dommage, qu'on ne prenne pas le temps d'étudier les tests des lois, en fait. Oui, Cédric. Je me comparais pas aux Anglais. Pourquoi? Parce que les Anglais, on n'est pas dans le même tempo. On a bien vu la réaction des Anglais, par contre, le début de la guerre a commencé en Ukraine, quand le conflit a commencé entre les Russes et les Ukrainiens. Le premier ministre de l'époque était Kamal en Ukraine, dire au premier ministre ukrainien de ne pas négocier. Donc, eux, ils sont rentrés dans une autre phase. Je ne ferai pas un comparatif avec eux, en fait. Alors effectivement, le comparatif n'a peut-être pas de sens, mais peut-être que macroéconomiquement, le comparatif peut avoir du sens, même si les niveaux d'inflation ne sont pas du tout les mêmes. Ceci étant, à l'heure où le pouvoir d'achat des ménages français est très nettement rogné pour l'inflation, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt consacrer tous ces milliards à aider les Français et à soutenir leur pouvoir d'achat par la mise en place de mesures ad hoc? Comme quoi, par exemple? C'est à vous de me dire, Cédric, c'est votre interview, c'est pas la mienne. Mais je pense que le gouvernement, la sortie du président de la République et même de la première ministre, ils ont donné un agenda qui mettait des priorités, en fait. Donc là, je ne dis pas que
le projet de loi militaire est une priorité. Non, ils sont dans une démarche où ils font passer leurs différentes lois. Maintenant, c'est vrai, vous me direz peut-être poser la question autrement que au lieu que l'on mette l'accent sur le projet de loi militaire aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord voter des lois sur le pouvoir d'achat des Français Peut-être, puisqu'on l'a vu il y a quelques mois, le gouvernement a convoqué les différents responsables des grandes distributions, notamment Leclerc et tout le reste, pour pouvoir en discuter avec les fournisseurs sur les prix des produits de première nécessité. Oui, alors effectivement, il y a le problème de l'inflation, mais il y a également, comme on l'a vu ces derniers temps, et qui a été mis en exergue par tous les observateurs, les analystes, etc., c'est l'employabilité des seniors. Est-ce que ces 40% de budget supplémentaire ne devraient pas être consacrés à l'employabilité des seniors, justement ? C'est difficile de répondre, je suis d'accord, mais est-ce que, et c'est pour ça, et je reviens à ma première question, est-ce que c'est le bon moment de voter une hausse du budget de 40%, du budget militaire de 40%? Moi, je pense que c'est le bon moment. Je pense que c'est le bon moment, mais il faut prendre le temps. Je vais me dire. Et puis, en plus, les 40% qui ont été votés n'ont pas pris en compte l'inflation, en fait. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, il n'y a pas de mauvais moment. Et je pense même que c'est même la loi de programmation militaire qu'il aurait dû d'abord fallu faire passer avant tout, puisque on est quand même, rappelez-vous, rappelons ceux qui nous écoutent, et je vous le rappelle, lui, Antoine, on est quand même à Paris, à 2000 km de l'Ukraine, là où il y a une guerre, on a une guerre sur le territoire européen. Donc, il faut prendre des dispositifs. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps sur ce projet de loi, en fait, sur la loi de programmation militaire. Il faut prendre vraiment du temps de discuter. Du temps de discussion. Alors, 15 jours sont prévus de discussion. Du coup, est-ce que ce sera suffisant ? Non, je ne pense pas que ce serait suffisant. Regardez le courrier si vous avez le temps, et pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui veulent rentrer vraiment dans les détails de ce projet de loi, du projet de loi de programmation militaire, les remarques, les observations portées par Olivier Marleix, le président du groupe parlementaire Les Républicains, elles sont très justes. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement apporte plus de clarté sur ça. Sinon, on rentre encore une fois de plus dans des discussions, des échanges purement politiques, en fait. Il faudrait prendre le temps sur les projets de loi. Il faut vraiment prendre le temps d'échanger. On le comprend bien, et c'est effectivement ce qui a été reproché à Emmanuel Macron et son gouvernement, et au gouvernement d'Elisabeth Borne, le manque de discussion, le manque de débat quant à cette réforme des retraites. On va marquer une rapide courte page de publicité, Cédric, et on vous retrouve juste après, et on va parler de la grande démission des édiles en France. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance pour les essentiels de Cédric Leboussy. On va parler maintenant de la grande démission des édiles, mise en exergue par la démission du maire de Saint-Brévin, puisque, alors je vous rappelle, depuis les dernières élections municipales en 2020, 1293 maires ont démissionné, de nombreux conseillers municipaux ont fait le même choix. Cédric, est-ce que la centralisation est la cause de ce malaise ? Laquelle de centralisation, lui, Antoine ? La centralisation des services de l'État, Cédric. Non, il n'y a pas que celle-là qui est peut-être la cause de ces malheurs aussi. Il y a aussi la multiplication des différents services pour aller dans
dans votre sens, la multiplication des différents services, c'est-à-dire que aujourd'hui on enlevait des compétences à beaucoup de maires en fait. Vous avez des compétences qui sont réservées aux communautés de communes, vous avez des compétences qui sont réservées aux départements, vous avez des compétences qui sont réservées à l'agglomération, vous avez des compétences qui sont réservées maintenant à la métropole. Donc aujourd'hui, les maires sont dans un grand flou que les citoyens souvent ne savent pas. Et le maire, quand il n'est pas dans son bureau, il est toujours maire. Et on se retrouve dans une situation où les citoyens, les administrés sont toujours en train de faire des réclamations, à poser toutes les questions possibles au maire et que le maire se sent en fait incapable de répondre parfois. Et donc, vous voyez, on rentre dans un climat très, très tendu et le signalement a été porté, je ne sais pas si vous vous souvenez, juste avant pendant la crise sanitaire où un maire avait fait une observation juste à ramener à l'ordre un administré, un citoyen en disant que ce n'était pas là le lieu des dépôts des ordures ménagères et ce maire avait été tué. Et ça, c'est très, très grave. Donc, on est dans une situation qu'il ne faut pas relativiser. Au contraire, il faut étudier les causes pour qu'on en arrive là, en fait. Alors, et justement, pourquoi on en arrive là? Est-ce que le mal est si profond que cela? Vous dites que la centralisation n'est probablement pas la raison première. Pourtant, quand on lit un petit peu ce qui se dit, les maires de France aspirent à plus de liberté, justement. Et c'est ce qui fait que l'aspect extrêmement bureaucratique de l'administration française pèse sur le moral des maires. Du coup, est-ce que on peut en déduire que les services de l'État ont abandonné nos maires, Cédric? Pour le moment, on peut en déduire que les services d'État sont en train d'abandonner les maires, même s'il y a encore certains services que les maires ont encore la main dessus. Ils sont en train d'abandonner les maires. Mais je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que les citoyens aujourd'hui, des nombreux citoyens, de ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, connaissent les nouvelles compétences des maires, les compétences des maires? Parce que les compétences ont complètement changé, lui, Antoine. Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, vous avez des administrés qui sont très violents. Le maire, quand vous regardez, excusez-moi, le maire reste un salarié, c'est-à-dire il a une prime de quoi, 1 000 euros. C'est pas une question d'argent. Mais quand vous voyez les efforts que fournit un maire aujourd'hui et que quand vous voyez ce qui lui est demandé à côté, il n'y a pas photo. C'est très, très, très grave qu'on aille brûler la maison d'un maire parce qu'il a pris une décision. Et quand on sait un peu le processus démocratique qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire qu'un maire ne décide pas comme ça dans son coin, il y a un conseiller municipal, dans le conseil municipal, il y a toute une opposition. Donc vous voyez que c'est vraiment un problème de communication et de clarté, que les citoyens ne comprennent pas qui décide de quoi quand un maire prend la décision d'accueillir dans sa commune un centre d'accueil des migrants. C'est pas une décision qui a été prise isolement dans un coin tout seul. Non, elle s'est prise au conseil municipal. Et au conseil municipal, il y a une opposition. Ouais, vous faites référence à la démission d'Yannick Morez, un maire de Saint-Brévin qui a démissionné après l'incendie de sa maison et qui a été mis sous pression par l'extrême droite justement parce qu'il voulait rapprocher un centre de migrants de l'école du village de la ville. Cédric, une dernière question, est-ce qu'il faut craindre une crise de vocation dans ces cas-là en France? Oui, il faut vraiment craindre une crise de vocation. Et puis, je vais aller plus loin. Il faudrait peut-être même que l'État regarde en fait quels services de protection qu'on peut mettre aux maires. Alors, l'interview qui a été donnée sur Vue d'ailleurs au vice-président de l'Association des maires de France, quand on lui demande est-ce qu'il faut avoir recours à la sécurité privée, il nous parle de milices. C'est bien dommage parce que quand on regarde par exemple dans nos gares SNCF, on voit que dans les gares SNCF, on a des services de sécurité. Qui dit service de sécurité ne parle pas forcément d'armement. Et donc, est-ce que les maires ne pourraient pas avoir recours à des services de sécurité ou bien revoir les compétences même de la police municipale? Je pense que l'État vraiment doit se pencher. C'est vrai qu'il y a une cellule qui a été mise en place, mais une cellule, je pense qu'elle ne suffit pas. Vous voyez, vous parlez de priorité tout à l'heure en posant la question, est-ce que le gouvernement d'Elisabeth Borne ne va pas très vite? Vous voyez, ça, c'est des sujets de la vie courante sur lesquels il faudrait se pencher. Ok, très clair. Écoutez, merci Cédric. On attend d'y voir plus clair. Vous avez cité des articles sur le site de vuedailleurs.com que j'invite tout le monde, nos téléspectateurs, nos auditeurs à aller lire. Très bien. Merci Cédric d'avoir été avec nous ce matin. Cédric Leboussy, je rappelle que vous êtes responsable de publication du magazine en ligne vuedailleurs.com. On marque une dernière courte page de publicité de notre côté. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 24 mai 2023 du live de TE Finance. À tout de suite.